Merci d'être là et de nous avoir rejoints. Je pense que c'est la dernière rencontre en présentiel de Liège Créatif pour cette année 2021. On n'en a pas compté beaucoup en présentiel. Et on se faisait la réflexion qu'aujourd'hui, on va parler de numérique en présentiel. C'est un peu un pied de nez à la situation, mais on était content de sauver, entre guillemets, cette conférence et de vous réunir aujourd'hui. Donc, bienvenue à l'interface. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à l'interface entreprise. C'est le service de l'Université de Liège qui a lancé le Forum Liège Créatif il y a maintenant 10 ans et qui le pilote toujours aujourd'hui. Et donc, l'interface, c'est le service de valorisation de la recherche de l'Université de Liège. Et j'ai notamment deux de mes collègues, Annikou Brex et Yasmina, qui sont là, toutes les deux, qui accompagnent les chercheurs dans le domaine des sciences du vivant. Et alors, Liège Créatif, par rapport à la mission de l'interface, c'est vraiment l'espace de rencontre qui a été pensé et créé pour susciter les échanges entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Donc, notre moteur, c'est vraiment de jouer comme agent de décloisonnement entre les univers et entre les disciplines également. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une thématique à la croisée de différentes disciplines, ingénieurs, biomédicales, c'est vraiment voilà, des thèmes qui nous sont chers. Donc, on va parler du Digital Twin et de ses applications dans le domaine de la médecine. Bienvenue, monsieur. Installez-vous. Le Digital Twin, c'est ce jumeau numérique qui permet de représenter un système physique qui existe ou qui est à créer. Nos intervenants vont nous en dire davantage, ils nous rappelleront ce qu'on appelle Digital Twin. Il présente de nombreux atouts. Il y a pas mal d'investissements qui sont consentis, principalement dans le milieu industriel aujourd'hui, pour sa force de prédiction, pour ses usages aussi qui permettent de gagner du temps notamment. On verra d'autres atouts. On vous a demandé d'en écrire quelques-uns sur les post-it. On les parcourra peut-être également. Et alors, nos intervenants aujourd'hui vont nous y intéresser dans le domaine de la santé, puisque c'est là qu'ils travaillent activement. Il y a aussi d'autres usages. On avait Catherine Robert qui était inscrite, qui représente le GRE, qui développe, vous en avez peut-être entendu parler, un outil Digital Twin pour reproduire de façon numérique la ville, pour aussi voilà, pouvoir guider, prendre des décisions. Enfin, voilà, c'est aussi un gros projet. Elle est malheureusement absente pour une raison de contexte sanitaire, mais c'est peut-être un sujet aussi sur lequel on reviendra. Alors, je vais vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc, Thomas Decèves, qui est docteur en sciences appliquées à l'Université de Liège, Il s'est spécialisé donc en ingénierie biomédicale. Il dirige l'unité In Silico Médecine au GIGA. Il va nous dire un petit mot de cette unité service de recherche. Sa présentation va davantage être axée patient, et il va illustrer cela d'applications issues du domaine des soins intensifs. Et son point de vue sera complété par celui de Lisbeth Guéris, qui est aussi ingénieure, qui est professeure ordinaire à l'Université de Liège et à la KUL, c'est bien juste, toujours, oui. Elle travaille aussi au GIGA au sein de l'unité In Silico Médecine, donc ils travaillent ensemble. Elle est spécialisée dans le génie tissulaire, donc ces exemples sont issus de ce domaine-là. Elle mène pas mal de travaux de recherche qui sont soutenus par des bourses assez prestigieuses. Et donc voilà, elle fait vraiment progresser cette recherche pour des avancées dans le domaine biomédical grâce au numérique. C'est ce qu'elle va partager avec nous. Et elle nous parlera aussi de ses interactions avec tous les aspects réglementaires et les agences réglementaires. Je pense que c'est aussi un sujet très intéressant par rapport à ce Digital Twin. Je vais leur céder la parole tout de suite. Je vous rappelle juste que donc, le lunch sera servi par un petit paquet que vous emporterez et qu'avant ça, bien sûr, et après leurs interventions, il y a un moment d'échange qui est prévu. Et je vous demanderai peut-être quand vous vous exprimerez à ce moment-là de vous présenter parce que ce sera sympathique de savoir qui est réuni aussi pour cet échange. Voilà. Oui, ça a l'air de marcher. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Merci à tous d'être présents, ceux qui ont survécu au confinement, aux mesures préventives et autres. Je pense que c'était agréable de pouvoir faire cette rencontre justement en présentiel. J'aime pas trop le mot, mais voilà, de se voir pour échanger parce que je pense justement pour ce genre de sujet très interdisciplinaire, l'échange est vraiment important. Et voilà, il n'y a rien à faire.
par écran interposé, je pense que l'échange ne se fait pas de la même manière. Alors, on a divisé notre présentation en deux. Je pense que c'est deux aspects qui sont complémentaires. Enfin, ça, vous pourrez nous le dire après si vous avez estimé que les deux présentations étaient bien complémentaires. Moi, ici, pour commencer, je vais m'attarder à quelques définitions pour bien reposer le contexte, aussi bien le contexte du point de vue médical que le contexte justement du digital twin appliqué à ce milieu médical. Et puis alors, je passerai à un domaine particulier qui est celui dans lequel je suis le plus actif, qui est celui des soins intensifs, en décrivant une application justement plus ou moins de A à Z de ces jumeaux numériques justement dans le domaine des soins intensifs. Ça marche? Oui. Alors le contexte général, ben, en fait, un peu paradoxalement, parce qu'on est censé parler santé, mais il est économique au départ. Et il est économique au départ pour deux raisons qui semblent relativement logiques, mais je pense que les graphiques ici sont assez parlants. C'est que le coût des soins de santé, c'est entre 10 à 17% du produit intérieur brut des pays occidentaux. Alors voilà, nous, on se situe plus ou moins ici. Les courbes, elles vont de 1970 jusqu'à 2020. On a une augmentation croissante de cette part du PIB des soins de santé. Si on regarde le coût en dollars par personne, on a en fait une croissance qui est de 7 à 8% par an. C'est un doublement de ce coût des soins de santé quasi tous les 10 ans. Donc, on se rend bien compte en fait que qu'est-ce qui se passe? Ces soins de santé, leur coût augmente plus vite quelque part que le PIB. Donc, à un certain moment, et ce moment, il est passé déjà depuis bien longtemps, on se trouve dans une situation où la capacité à délivrer ces soins de santé, de les délivrer à tout le monde, devient de plus en plus difficile. D'autre part, le vieillissement de la population, les maladies chroniques de plus en plus fréquentes, de plus en plus répandues, ça ne fait que multiplier ces effets. Donc, quelque part, il y a un besoin de réduire le coût des soins de santé de telle sorte qu'on puisse être amené à essayer de suivre les besoins. Donc, un besoin d'améliorer la productivité au niveau des soins de santé. Alors, évidemment, si je parle d'améliorer la productivité au niveau des soins de santé, c'est parce que les technologies digitales, l'automation de manière générale, ce sont des techniques qui ont permis d'apporter un gain de productivité très substantiel dans des tas de domaines, dans le domaine industriel de manière générale, mais un peu paradoxalement, la transposition vers le domaine médical a l'air d'être un peu plus lente que dans le domaine industriel. Donc, ces gains de productivité vers le milieu médical, ils tardent encore. Alors, avant de parler des digital twins, peut-être une petite définition de ce qu'on appelle la médecine in silico. Donc, comme Delphine l'a dit, Lise et moi-même, nous faisons partie d'une unité du GIGA qui s'appelle le GIGA in silico médecine. Et en fait, on peut parler de cette approche in silico comme une troisième voie à côté des voies classiques in vitro, in vivo. Et donc, c'est simplement l'utilisation en fait de simulations numériques afin de comprendre, mais aussi de poser des diagnostics, de traiter des maladies, voire de les prévenir. Donc, c'est l'application du numérique, c'est le in silico pour le silicium, en fait. Et donc, on voit ça comme une troisième voie, mais aussi, d'une certaine manière, parfois comme aussi une alternative. Donc, limitation d'expérimentation animale en utilisant
un ordinateur au départ plutôt que de passer directement à l'expérimentation. Limitation de la taille d'essais cliniques, essais cliniques plus ciblés et des choses comme ça. Ça, c'est des applications potentielles et qui ne font que se multiplier ces dernières années. Il y a évidemment toute une gamme de modèles numériques que l'on peut utiliser dans ce genre d'approche in silico. Alors, il y a tout un spectre en fait d'utilisation des modèles numériques qui va de modèles basés sur les données qui sont alors plutôt du côté de l'intelligence artificielle où on part des données et on prédit une évolution du patient ou en imagerie pour arriver à repérer certaines maladies ou progressions de maladies, par exemple. Et à l'autre bout du spectre, on va se retrouver avec des modèles qui sont alors là plutôt basés sur la physique, sur des principes, en gros, physiques, mécaniques, physiologiques, ici, dans les cas qui nous intéressent. Moi, l'approche que je vais décrire sera plutôt ici de ce côté-là du spectre, parce que c'est plus mon domaine de compétences. Donc, en gros, une approche basée sur des modèles, mais utilisant les données, et pas une approche basée sur les données uniquement. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et cette notion de digital twin. Alors, la définition qui provient du monde de l'entreprise, qui provient en fait des méthodes de fabrication, c'est en fait une copie virtuelle d'un système qui est capable d'interagir avec le système physique, et ça de manière bidirectionnelle. Alors, ça fait beaucoup de termes et ça fait beaucoup de choses qui rendent en fait l'application réelle de ce digital twin assez complexe et en fait limité à des cas relativement réduits parce que ça demande beaucoup de choses. Alors, j'ai repris quelques définitions et je sais que Lise reviendra et les abordera de manière un peu plus générale parce qu'en fait, on peut différencier le digital twin d'un modèle digital qui est juste, en fait, alors quand je dis juste, ça n'a rien de réducteur, mais c'est un modèle numérique qui, a priori, n'aurait pas nécessairement d'interaction avec un modèle physique. Rien ne vous empêche de dire, si vous voulez regarder le fonctionnement d'un rein, de vous baser sur la physiologie du rein et d'avoir un modèle qui représente la physiologie du rein. On parlera de digital shadow à partir du moment où on utilise les données qui proviennent du système physique pour notamment identifier les paramètres du modèle numérique. Donc, on se rapproche déjà alors de quelque chose de plus personnalisé. Et le jumeau numérique, le digital twin, lui, quelque part, il reçoit les données. On peut donc identifier les paramètres du modèle sur base de ces données-là, mais en plus, il a un retour vers le système physique. Donc, on peut avoir une boucle de contrôle vers le système physique. Alors, mais Lise en parlera tout à l'heure, en fait, c'est un spectre d'utilisation du digital twin. On pourrait très bien dire aussi que ceci, c'est aussi considéré comme un digital twin, alors à des niveaux de développement différents et des niveaux d'utilisation aussi qui sont différents. Donc, en gros, et moi, c'est un aspect qui va être important dans le reste de ma présentation ici, notamment pour les applications cliniques, parce que ces aspects d'échange bidirectionnel sont évidemment très importants. Utiliser les données pour identifier le modèle et récupérer, en gros, les sorties du modèle pour alimenter soit un outil de diagnostic, soit un outil de traitement, par exemple, chez le patient. OK. Alors, si on reprend et qu'on garde ce langage, justement, de l'entreprise et des méthodes de fabrication, ces jumeaux digitaux, ils se situent en fait ici, au milieu. En fait, ils se situent au-dessus d'une espèce de couche de contrôle qui est en fait la couche qui fournit les données. C'est la couche des capteurs, c'est la couche
par exemple, l'Internet des objets ou autres. Ce sont les techniques qui vont permettre d'alimenter le digital twin. Et alors, au-dessus, ben, on a la couche d'entreprise. Ça, c'est la couche de décision, quelque part. C'est là que les décisions vont se prendre sur base, éventuellement, de ce que le digital twin peut fournir. Si on se place dans le contexte de la santé, évidemment, cette couche de l'entreprise, c'est quoi? Au niveau clinique, donc au niveau unité, c'est l'ensemble de tous les protocoles qui sont utilisés suivant les pathologies, le type de patient que l'on gère. Mais on peut regarder au niveau de la gestion de l'hôpital aussi, et la gestion de l'hôpital, ça va être tout ce qui est guidelines au niveau de l'hôpital, la stratégie de fonctionnement de l'hôpital. Ici, évidemment, toujours dans ce contexte de la santé, le système physique que l'on a dit, c'est le patient. D'accord ? On oublie la notion de système physique et on va parler de patient maintenant. Donc, en fait, on se retrouve avec un patient, toute une série de capteurs, par exemple, et ensuite des protocoles et la gestion de l'hôpital. OK. Alors, on va aller un pas plus loin dans l'application justement du Digital Twin à la médecine personnalisée. Et voilà en gros le genre de boucle à laquelle on pourrait être confronté. Alors, la boucle, c'est lié au fait que j'ai dit tout à l'heure que moi, l'aspect bidirectionnel du Digital Twin, c'était quelque chose qui était important dans l'application clinique. On pourrait très bien imaginer juste de se focaliser sur une partie de cette boucle. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà le patient ici, le patient avec toute une série de capteurs, de moniteurs, de pompes éventuelles pour délivrer les médicaments nécessaires à son traitement. Ce patient, donc l'ensemble des capteurs, permettent d'obtenir un certain nombre de données, variables suivant le type de patient, suivant la pathologie qu'il a ou le type d'hôpital dans lequel il se trouve aussi. Et on couple ces données avec des modèles mathématiques pour créer ce jumeau numérique. D'accord ? Alors, on a repris les morceaux de la pyramide de la slide précédente ici. Le patient, ici, se trouve au niveau du contrôle, quelque part. Le jumeau numérique, le digital twin, c'est la partie centrale de la pyramide. Et puis alors, utilisation des prédictions du digital twin pour, en gros, délivrer un soin qui se veut optimal, alors ça c'est toujours la théorie, avec, dans la boucle, un clinicien, une infirmière. Alors ça, on pourrait imaginer un scénario entre guillemets idéal où on retire le médecin de la boucle. Alors, il y a certaines choses pour lesquelles ça pourrait se faire, mais premièrement, par sécurité, c'est quand même toujours mieux que les informations et les décisions soient validées par le médecin. Et d'autre part, voilà, un modèle, c'est fait avec certaines hypothèses. On n'est jamais certain que le patient qu'on a sous les yeux ne va pas à un moment donné sortir des hypothèses de fonctionnement qui sont à la base du digital twin. OK. Alors, si je zoome sur la partie création du jumeau numérique, qu'est-ce qu'on a? C'est l'ensemble des éléments dont j'ai déjà parlé, en fait. C'est une représentation de la physiologie, de la biologie du patient, et on va mettre des équations sur cette physiologie ou sur cette biologie. On va coupler ça avec des données, ça c'est des vraies données, il faut des vraies données prises sur le patient à un certain moment, de telle sorte que l'on puisse avoir un modèle personnalisé. Donc on veut que le modèle numérique dont on parle, ce soit le modèle numérique qui représente le patient qui est en train d'être traité à cet instant-là et pas un autre patient à un autre moment. D'accord ? Donc, on se retrouve avec ce jumeau numérique capable alors d'intervenir pour
des prédictions d'évolution de pathologie, des prédictions de soins à fournir, un diagnostic éventuel. Donc, voilà différentes utilisations potentielles. OK. Alors maintenant qu'on a placé décrit le contexte, je vais parler d'applications au niveau des soins intensifs et j'en développerai une en particulier qui est la plus aboutie. Alors, bon, les soins intensifs, alors ce qui est amusant, c'est que moi je fais de la recherche appliquée, enfin biomédicale appliquée aux soins intensifs depuis un bon nombre d'années. Quand je décrivais mes recherches et que je disais que j'appliquais ça aux soins intensifs, on me regardait, ah oui, intéressant. Depuis 1 ou 2 ans, les choses ont quand même fort changé. C'est assez amusant de voir comme la notion de soins intensifs qui était considérée comme une sorte d'antichambre de la mort de l'hôpital avec le truc, on préfère ne pas en entendre parler, est devenue quelque chose qui intéresse manifestement beaucoup plus de monde maintenant. Alors, si on regarde de manière générale, en fait, et si je reprends ma première slide d'économie, le problème des soins intensifs, c'est que ça consomme de 1 à 2% du produit intérieur brut. Donc, les soins intensifs, c'est ce qui consomme le plus dans un hôpital. Donc, en gros, ça voit peu de patients et ça consomme énormément d'argent. Donc, évidemment, tout ce qui va pouvoir améliorer la productivité au niveau des soins intensifs, ce sera le bienvenu du côté des soins de santé, du côté des hôpitaux, du côté des médecins, à tous les niveaux. Les patients des soins intensifs, ça, je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant qu'ils sont très complexes, très variables et donc difficiles à gérer. Alors, ça non plus, hein, le nombre de lits de soins intensifs, alors on essaie de faire ce qu'on peut depuis 2 ans, mais manifestement, il n'y a pas moyen de les augmenter. Et ce n'est pas le nombre de lits qui est difficile à augmenter, c'est d'avoir le personnel spécialisé qui est capable de gérer un patient en soins intensifs. La technologie, elle est partout. Donc ça, c'est très propice, évidemment, au développement de technologies comme les digital twins. Mais on a un manque de connexion, un manque d'interaction possible entre tous cette technologie au lit du patient. Alors, si on veut développer un digital twin au niveau des soins intensifs, qu'est-ce qu'il va falloir en particulier? Il faudrait que, évidemment, il représente suffisamment bien la physiologie du patient. D'accord? Ça, ce serait un minimum de base. Il faudrait qu'il ait une pertinence clinique aussi, sinon il n'y a aucun intérêt à le faire dans ce cadre-là. Et il faudrait, idéalement, trouver ce qu'on va appeler une sensibilité au traitement que l'on puisse identifier sur base de données cliniques réellement disponibles au lit du patient et qu'il ne faudrait pas inventer 1000 nouveaux capteurs pour arriver à pouvoir l'utiliser. Ça, c'est souvent la partie difficile, quelque part, parce qu'il y a un côté très subjectif et les données, même si aux soins intensifs, il y en a beaucoup, elles restent quand même en nombre limité. Alors, là. Alors moi, je vais décrire un domaine en particulier parce que ce domaine me permet justement de décrire toute la boucle du digital twin appliquée aux soins de santé et ici aux soins intensifs. Et c'est le problème du contrôle du glucose, donc de la glycémie aux soins intensifs. Alors je sais qu'il y en a l'un ou l'autre ici qui sont au courant de ce genre de domaine, Vincent notamment, plus l'un ou l'autre étudiant qui doivent être passés par mes cours et c'est des choses dont on parle. Alors, quand on pense contrôle de la glycémie, on dit, oui, c'est les diabétiques, mais non, il n'y a pas que les diabétiques qui peuvent avoir des problèmes de glycémie. Et notamment, les patients aux soins intensifs, de par leur situation de stress, alors ce n'est pas qu'ils sont stressés parce qu'ils pensent à beaucoup de choses, hein, c'est le stress clinique du patient aux soins intensifs, leur pathologie, la situation post-chirurgie, par exemple, ou autre, fait que ces patients-là peuvent avoir des épisodes, et parfois de relativement longue durée, d'hyperglycémie, donc d'une glycémie trop haute. Alors, il se fait que certaines études ont montré que, en fait, si la glycémie était trop haute, c'est une augmentation de la morbidité et de la mortalité post-soins intensifs.
certaines études ont été faites, notamment à Leuven. Un des gros problèmes est que la fameuse étude de Leuven est quasi impossible à reproduire. Et donc, alors que la communauté des soins intensifs était super contente de voir que manifestement quelque chose avait l'air de fonctionner, quand ils ont essayé de reproduire les résultats, beaucoup plus difficile à faire. Le gros problème, évidemment, c'est que qui dit contrôle de la glycémie dit a priori donner de l'insuline au patient, alors que le patient n'est pas diabétique. Cette insuline, son objectif, c'est de faire baisser la glycémie. Et si la glycémie baisse trop, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On fait une hypoglycémie et tout le monde sait qu'a priori, une hypoglycémie, c'est encore beaucoup plus grave qu'une hyperglycémie. Donc, on a cette situation, en gros, d'un problème assez intéressant du point de vue de l'ingénieur et du point de vue du contrôle, très stressant du côté des soignants, qui fait qu'ils ont une tendance qui ne fait que se confirmer d'année en année maintenant, vu qu'on n'arrive pas très bien à contrôler, ben on laisse en gros une espèce d'hyperglycémie acceptée, tolérée, parce qu'on estime que c'est moins dangereux que de contrôler. Donc, comme je l'ai dit, ben, contrôler le glucose par l'insuline, alors que ça peut paraître simple, en fait, c'est assez compliqué, dû à cette crainte de l'hypoglycémie, d'une part, dû au fait que les humains sont horriblement variables, et donc, en fait, on a une variabilité inter- et intra-patient qui est très importante. Donc, le même patient, premier jour aux soins intensifs ou deuxième jour aux soins intensifs, il n'a pas la même réaction à l'insuline qu'on lui donne. Et ça peut être mesuré justement par un paramètre qui sera la sensibilité à l'insuline, dont je vais reparler par après. Alors, le problème, c'est cette variabilité, d'accord? Donc, cette variabilité, elle est à l'origine de la difficulté du contrôle du glucose. Une solution, ce serait d'utiliser justement ces approches numériques, ces approches sur base de modèles basés sur la physiologie du patient, pour essayer d'identifier la condition du patient et d'adapter le traitement qui pourrait lui être donné. Donc, ces méthodes-là, quelque part, c'est le digital twin dont j'ai parlé au départ. Alors, en gros, donc je viens de dire que le problème, c'était la variabilité, et c'est la variabilité, et ce n'est pas la physiologie ou ce n'est pas la médecine. Donc, si on regarde en gros la situation qui se passe dans beaucoup d'unités, on peut transposer ça à autre chose aussi que le contrôle de la glycémie, hein, c'est valable pour des tas d'autres domaines. C'est que si en gros, on prend le même traitement, on prend un protocole identique qui traite tout le monde de la même manière, quelque part, eh bien, en fait, on est incapable de contrôler la variable de départ. Donc, la variabilité, quelque part, elle se reproduit au niveau de la glycémie. Si, par contre, on a un contrôle qui devient un patient spécifique et qui est capable de gérer la variabilité du patient, eh bien, quelque part, on adapte le contrôle et on stoppe la variabilité au niveau du contrôleur. Voilà la manière dont les choses sont faites ici. Alors, au niveau de la physiologie, je l'ai dit tout à l'heure, le paramètre clé, c'est la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est le paramètre, en gros, tous les modèles qui ont fonctionné, ils ont inclué d'une manière ou d'une autre une sensibilité à l'insuline. Donc, en gros, cette sensibilité à l'insuline, elle va caractériser la manière dont le patient réagit à une certaine quantité d'insuline qui lui est donnée. D'accord? Est-ce que sa glycémie va plus ou moins baisser en fonction de cette sensibilité à l'insuline? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des équations, mais on ne pouvait pas parler de modèle numérique sans au moins en mettre l'une ou l'autre. Voilà à quoi ressemble le modèle physiologique qui sous-tend ce digital twin au niveau du contrôle de la glycémie. C'est en gros une évolution de la glycémie, une évolution de l'insuline dans le plasma et une évolution de l'insuline au niveau du liquide interstitiel. Et on a évidemment toute une série d'échanges potentiels entre ces différents compartiments et un paramètre fondamental, la fameuse sensibilité à l'insuline qui va venir pondérer certains effets.
Alors, une fois qu'on a ça, on peut prendre, par exemple, des données de patients, des données rétrospectives. On prend des données de patients, c'est-à-dire la glycémie des patients, l'insuline qui leur est donnée. On a ces mesures de glycémie. Ici, la nutrition donnée aux patients, l'insuline donnée aux patients. Alors, sur base de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en gros, voilà, on fit les données, ici, donc on a une courbe d'évolution de la glycémie au cours du temps, on a les inputs de nutrition et d'insuline, et on identifie, sur base de ça, l'évolution de la sensibilité à l'insuline. Voilà donc le profil de sensibilité à l'insuline du patient. On peut faire ça pour toute une série de patients, et si on fait ça pour toute une série de patients, on a des patients virtuels, quelque part, sur lesquels on va pouvoir tester un certain nombre de choses. Donc là, maintenant, on est parti de vraies données, on a identifié la sensibilité à l'insuline, et on peut donc tester maintenant toute une série de choses sur base de ces patients virtuels. Pardon. Alors, on peut tester différents protocoles de contrôle de la glycémie. Est-ce que je dois mesurer plus souvent? Est-ce que je dois mesurer moins souvent? Est-ce que je dois donner plus ou moins d'insuline? Est-ce que je dois adapter la nutrition, pas la nutrition, toute une série de choses comme ça. On teste ça sur l'ordinateur, on regarde l'évolution de la glycémie et on la compare avec les valeurs cliniques dont on dispose au départ. Et donc, on a un instrument, justement, de design de protocole en amont de la clinique, comme ça pourrait se faire de manière habituelle. Alors, si on regarde ce à quoi ça ressemble, en gros, ce digital twin pour le contrôle de la glycémie aux soins intensifs, on a le patient, une prise de données, on passe à la moulinette du modèle, on identifie les paramètres sur base du modèle et on en déduit une prédiction, c'est-à-dire la quantité d'insuline que l'on devrait donner au patient. Alors, si on essaye maintenant de passer et de boucler la boucle pour arriver à ce contrôle justement du patient en temps réel. Mais pour ça, ce qu'il va falloir, c'est être capable de prédire l'évolution de la sensibilité à l'insuline justement dans le temps. Donc à 1 heure, 2 heures, 3 heures éventuellement. Donc là, on veut un élément de prédiction. Et donc pour ça, on couple au modèle que je viens de décrire, un modèle stochastique qui est basé sur des données rétrospectives, donc des données qui proviennent d'autres patients, et qui en fait donne une évolution probable de la sensibilité à l'insuline dans des tas de situations potentielles. Donc ici qu'est-ce qu'on a? La sensibilité à l'insuline en un temps t, sa valeur, une sensibilité à l'insuline en un instant t plus 1, et la probabilité, en gros conditionnel, d'avoir cette sensibilité, si par exemple avec cette sensibilité-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On couple les deux modèles entre eux, et ce modèle stochastique, il vient juste donner une probabilité, et on voit d'ailleurs que la probabilité la plus grande, elle se situe sur la diagonale ici, c'est pas de changement de la sensibilité à l'insuline, ce qui est relativement logique. Quelque part, on pourrait se dire, le patient, s'il n'y arrive rien de particulier, il reste avec la même valeur de sensibilité à l'insuline. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai, en action. On a un patient, il est ici à l'instant t, on aimerait bien savoir comment il va évoluer à l'instant t plus 1. Alors, plusieurs possibilités, soit que la sensibilité à l'insuline ne bouge pas et du coup la glycémie ne bouge pas, ou alors la sensibilité à l'insuline augmente et du coup la glycémie va diminuer, ou dernière possibilité, la sensibilité à l'insuline diminue et la glycémie augmente. Donc, voilà l'éventail de possibilités. Donc en gros, on se retrouve avec tout un ensemble ici de valeurs. Alors on va regarder l'intervalle de confiance de 90% de prédiction justement d'évolution de cette sensibilité à l'insuline et en déduire la valeur de la glycémie qui correspondra justement à ces variations de sensibilité à l'insuline. Ça, c'est la manière, donc on se retrouve avec un outil de prédiction qui est probabiliste. On n'est jamais sûr de la manière dont les choses se font. On essaye de minimiser le risque, notamment
Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce que ça donnerait pour un patient. On a cet intervalle de confiance de 90% ici, qui est la zone verte. Donc, la glycémie est contrôlée, on voit qu'elle reste dans l'intervalle de confiance. Et en fait, on s'est arrangé pour que la borne basse de cet intervalle de confiance soit toujours au-dessus de l'hypoglycémie. Donc, de telle sorte qu'on ait un pourcentage ou une probabilité d'hypoglycémie qui soit la plus petite possible. Et donc, on voit la sensibilité, l'insuline qui est donnée bouge au fur et à mesure du temps. Ici, la glycémie, l'infusion de glucose n'avait pas changé, et la sensibilité à l'insuline, qui est calculée à chaque fois, elle change aussi d'une fois à l'autre. Juste ici, quelques petits, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, regardez juste les deux, ce que j'ai mis en jaune, c'est l'utilisation de ce système de contrôle dans plusieurs hôpitaux, c'est en Nouvelle-Zélande ici, qui est l'équipe à l'origine du système, une application ici en Hongrie, et on regarde juste le temps qui est passé dans une zone en gros de glycémie normale, et on voit que sur la durée de l'essai, on a 83% du temps dans une glycémie qui est considérée comme acceptable. Donc, on ne parle plus d'hyperglycémie ici. Et alors, ici, le pourcentage de temps en hypoglycémie sévère est quasi nul. Donc, pas d'hypoglycémie. Donc, on a réussi à contrôler, on reste longtemps dans la cible et on évite en bonne partie les hypoglycémies. Alors, juste pour terminer ici, avant de céder la parole à Lise, on pourrait se dire, ben oui, voilà, je vais donner un exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas beaucoup plus de digital twin, justement, appliqués à la médecine? Alors, tout d'abord, il y a le côté bidirectionnel. Le retour vers le patient, c'est la partie la plus compliquée. C'est d'avoir un retour vers le patient qui permette de générer une adaptation de la clinique ou du diagnostic. Ça, c'est difficile. Il y a l'accès aux données cliniques. Les fabricants de matériel médical ont bien compris qu'on était dans un monde de données maintenant et plus un monde de matériel, et par conséquent, ils vont limiter l'accès aux données ou vendre les données ou ne pouvoir les utiliser que sur des systèmes propriétaires. Ça, c'est la manière, c'est ce qui nous pend au nez pour le moment. La dernière chose, c'est le passage du niveau digital twin vers le niveau de l'entreprise. Alors, il y a des tas d'études qui sont faites pour l'utilisation au niveau du patient, mais en fait, on oublie aussi qu'il faut que le patient soit d'accord, il faut que les médecins qui utilisent le système soient convaincus, et il faut que les hôpitaux ou le système de soins de santé de manière générale soit convaincu aussi, parce qu'en gros, ça veut dire remboursement. Et si, en gros, on revient toujours au problème de l'argent au départ. Donc, en fait, on peut montrer qu'au niveau de technologies de soins de santé qui sont validées, donc des choses qui sont démontrées comme fonctionnant, de 30 à 50%, n'arrive jamais aux patients. Donc, c'est bloqué à un moment ou à un autre de l'organe décisionnel. Et donc, par conséquent, même si ceci donne l'impression d'être très technique et très, très ingénieur, il y a un besoin aussi d'approche sciences sociales, sciences de comportement pour améliorer cette adoption aussi bien au niveau de l'individu, ce qui semble encore relativement logique, mais aussi au niveau de l'organisation, vu la nature très hiérarchique du système de soins de santé. Voilà, alors je peux évidemment, je ne vais pas m'amuser à remercier tout le monde, mais surtout l'équipe de Jeff Chase ici en Nouvelle-Zélande qui est à l'origine du système de contrôle glycémique. Voilà, et vu qu'on a parlé de Nouvelle-Zélande, je ne peux pas terminer sans une photo de Nouvelle-Zélande avant de céder la place à Lise. Je pense qu'on répondra aux questions de manière conjointe par après. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et voilà, bonjour. Et comme Thomas a déjà expliqué tout, ou donné une introduction très complète des Digital Twins, moi, je vais commencer avec quelques exemples dans d'autres domaines et après, je vais parler de la crédibilité de cette technologie. Pour commencer, Thomas a parlé du contexte de l'application Digital Twin
selon cette définition assez stricte avec ce retour, aller-retour en real time. Dans le contexte, ou dans un contexte plus large, on pourrait éliminer ces deux termes real time et aller-retour pour élargir un peu l'application de Digital Twin vers tout ce qui est utilisation des modèles numériques dans la personnalisation de la médecine. Et c'est quelque chose qui peut-être, pour des gens qui développent la technologie, ce n'est pas nécessaire, parce que là, on peut bien faire la distinction entre Digital Twin, Digital Shadow et tout ça. Mais si on parle à nos parties prenantes, nos stakeholders, les agences réglementaires, les policy makers, eux, ils ne s'y retrouvent plus. Donc, si on parle de Digital Twin, Digital Shadow, pour eux, c'est tous des modèles, des trucs dans l'ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on a pris dans la communauté in silico l'habitude d'utiliser, comme les policy makers en Europe, par exemple, le concept Digital Twin comme une sorte de synonyme pour des modèles numériques dans la santé. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vais montrer quelques autres applications dans tout le processus de research and development des nouveaux produits médicaux. Et ceci, c'est un slide de l'FDA qui montre pour eux dans quels aspects on pourrait voir des interventions ou l'utilisation des modèles numériques. Ça pourrait être déjà à la phase, le plus souvent, c'est dans la phase de discovery and ideation, où on utilise justement des modèles comme prototypes ou prototypes pour tester des choses avant d'aller vers des vrais prototypes. C'est aussi au niveau clinical, où on fait des études in silico, des études, des in silico clinical trials. Justement, on a l'exemple de Medtronic. Ils avaient une adaptation de leur pacemaker qui permettait aux patients d'aller et avoir un IRM. L'imagerie IRM, normalement, c'est difficile avec un pacemaker, mais eux, ils ont adapté leur lead wire du batterie vers le pacemaker, de sorte que l'augmentation de la température autour du lead wire à cause des champs électromagnétiques était suffisamment bas pour être acceptable. Et la façon dans laquelle ils ont fait ça, c'est d'utiliser leur modèle déjà bien validé de leur pacemaker et de faire des tests in vitro et quelques tests in vivo avec des cochons dans l'IRM. Et après, ils ont eu leur modèle validé, leur modèle numérique. Ils ont fait des tests. Ils ont par exemple testé 2 300 000 différentes fréquences dans l'IRM in silico, quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire en réalité. Avec toutes ces données, ils sont allés au FDA et FDA a en fait approuvé l'usage dans le patient. Ils ont donné le post-marketing authorization sur base de cette étude clinique in silico. Donc, sans avoir fait un vrai essai clinique de 250 patients sur 2 ans, par exemple. Donc, ça leur a fait épargner beaucoup de sous. Ça, c'est un exemple de l'usage ici en clinique, mais aussi, bien évidemment, après, quand on a toutes les données de la phase post-marketing, on peut utiliser ces données pour renouveler ou pour updater leur modèle numérique, pour avancer dans ces aspects-là et pour créer des nouveaux produits. Donc, moi, je vais parler plutôt des usages des modèles numériques ici dans les premières phases de recherche. Et le contexte spécifique, c'est celui de l'arthrose. L'arthrose, c'est aussi une des maladies qui coûtent beaucoup de l'argent. Et avec la société qui vieillisse, ça arrive beaucoup plus fréquent. Et là, on n'a pas vraiment des médicaments qui peuvent modifier la maladie. Ils peuvent arrêter la maladie un tout petit peu, mais pas vraiment modifier. Donc ça, c'est encore un challenge. Mais au moment où on a vraiment un défait dans le cartilage ou dans l'os et le cartilage, pour des jeunes patients, on ne peut pas aller vers le remplacement total du genou. Par exemple, mais là, les approches ingénierie tissulaire pourraient apporter une solution où on va créer des implants vivants qui vont s'intégrer bien dans les tissus qui sont présents. Et finalement, si tout ça ne marche pas ou on est trop loin, il y a le remplacement total qui est nécessaire.
Et je vais montrer quelques exemples dans tous les aspects qui ont à voir un peu avec toutes ces différentes approches-là, où on utilise des modèles numériques. Et le premier, c'est par exemple, on a les cellules dans le laboratoire. On a le cartilage où on sait déjà beaucoup de choses sur comment les chondrocytes se comportent. Mais chaque fois qu'il y a une étude qui est publiée, les connaissances vont augmenter, mais ça devient super dur pour intégrer toutes ces choses-là et pour avoir une vision intégrale sur ce qui est une chondrocyte et comment ces cellules-là vont réagir sur, par exemple, des médicaments ou sur des choses qu'on va leur donner dans le laboratoire si on veut créer des implants vivants. Et c'est pour ça qu'on a fait une cellule virtuelle. Ça, c'est une cellule chondrocyte donc qui va produire de la cartilage avec certains gènes qui sont actifs justement dans la définition du phénotype de la cellule et un réseau des protéines. Et ces données-là sont obtenues de la littérature, mais aussi sont inférées sur base des large datasets comme on obtient avec le RNA sequencing, par exemple. On a combiné tout ça dans un modèle additif qui nous permet de jouer un peu avec ça. Donc là, dans le modèle, on pourrait dire, si je vais changer ici un facteur de croissance, qu'est-ce que ça va me donner comme phénotype final? Quel est l'état stable de ce réseau intracellulaire? Et donc, qu'est-ce que ma cellule va faire finalement? Et je vous montre ici, sans aller dans les détails, on pourrait faire ça pour par exemple, deux facteurs en même temps. Et vous voyez ici, ça c'est la version in silico, ça c'est la version in vitro, on a fait des tests. Et on a testé quel est le niveau des deux facteurs qu'on pourrait donner aux cellules sur un certain gamme et quelle est la réponse de la cellule. Et on l'a exprimé ici. C'est le pourcentage des cellules qui restent dans un état hypertrophique, donc c'est la maladie. Donc ici, ce sont les cellules qui vont progresser vers des cellules qui sont malades. Ici, ce sont des cellules qui sont arrêtées, donc qui vont être retenues dans l'état healthy. Et là, on a fait le modèle et faire tourner le modèle, on a obtenu ces résultats-là dans une semaine, je pense. Mais ici, pour faire toutes ces expériences-là, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ce modèle-là pourrait nous donner pourrait être utilisé comme in silico hypothesis testing, où on fait une grosse screening in silico et après, on identifie quelques combinaisons qui sont les plus intéressantes et après, on va les tester dans le laboratoire. Un autre exemple, c'est si on a les cellules et on veut créer nos implants vivants, on ne peut pas avoir juste, ou on a besoin de beaucoup plus de cellules que les quelques mille qu'on peut obtenir des donneurs du patient, quoi. Donc, il faut les cultiver. On peut les cultiver en 2 dimensions, dans les flasques, mais ça prend de nouveau, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Donc, on investit l'usage des bioréacteurs. Les bioréacteurs ne sont pas utilisés uniquement pour cultiver les cellules, on les a aussi dans la biotechnologie pour cultiver les bactéries, pour créer par exemple de l'insuline. Et les systèmes là, les digital twins, sont là aussi utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un bioréacteur où on a un scaffold, c'est une structure 3 dimensions sur laquelle on va mettre les cellules. Et puis, on a la fluide qui est poussée du bas vers le haut pour donner des nutriments aux cellules. Le problème, c'est un peu que c'est une boîte fermée. Donc, on ne sait pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe avec les cellules. On a des senseurs ici, on a des senseurs là, mais on ne sait pas vraiment prédire qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules individuelles. Donc, pour ça, on a fait un modèle qui va décrire la croissance des cellules et la matrice qu'ils produisent ici en mauve. Et ce modèle-là a été fait sur base des observations expérimentaux. Donc, on a vu que les cellules aiment bien se mettre dans des coins des scaffolds. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'appelle curvature-based growth. Ça, on pourrait traduire vers des équations mathématiques.
les cellules ont besoin de l'oxygène, du glucose, ils n'aiment pas trop le lactate, ils vont produire lactate, mais si les niveaux de lactate vont augmenter, ça va avoir un impact sur les cellules aussi. Donc tout ça, toutes ces observations-là qu'on a fait dans le laboratoire ont été traduites dans des équations mathématiques et implémentées dans le code ici pour donner cette vision sur ce qui se passe dans le bioréacteur. Et pour valider, on a fait quelques tests. Par exemple, on a mis le scaffold ici à l'entrée du bioréacteur et on a vu que, par exemple, ici, il y a très peu de cellules qui vont se multiplier. À l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit dans les expériences. Ici, vert, ce sont les cellules vivantes. Donc, on a beaucoup de cellules ici en haut et très peu en bas. Et on a vu que si on met le scaffold au milieu du bioréacteur, par exemple, ça va beaucoup mieux parce que là, on a la fluide qui est distribuée de manière homogène. Donc, les shear stresses du flow, c'est beaucoup moins. Donc, ça nous donne des manières, par exemple, d'optimiser la culture cellulaire. Si on a les cellules et on veut produire des implants vivants, l'imprimerie 3D, c'est une des choses qu'on pourrait utiliser dans des technologies. Le problème, c'est dans beaucoup d'études, si on regarde la littérature scientifique, beaucoup d'études, ils vont faire de l'imprimerie 3D et après, ils vont faire quelques tests pour voir que les cellules ont bien survécu le process d'imprimerie et qu'ils ne sont pas trop changés, mais ça s'arrête là. Et on se disait, mais ça devrait être possible quand même de mieux quantifier le process même pour, avant de faire l'imprimerie, on pourrait être certain de qu'est-ce qu'on fait aux cellules pendant l'imprimerie. Donc, on va, par exemple, leur subjecter à des shear stresses, la mécanique, quand ils vont passer ici dans le printhead. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est avec un needle qui est très fin. Et là, il y a des shear stresses sur les cellules. Et ça pourrait tuer les cellules ou les changer. Quantifier ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec les modèles numériques. Et donc, en utilisant les modèles numériques, on peut faire une étude pour voir quelles sont les dimensions de ce printhead pour réduire au maximum les shear stress. Donc, en tenant compte du fait que, bien évidemment, on ne peut pas avoir un diamètre qui est super large parce que ça ne s'imprime plus. Ça, ce sont des trucs qu'on peut tous tester in silico. Et finalement, il y a aussi une étude qu'on a fait avec Dorine qui est présent ici, c'est l'optimisation des scaffolds même. Par exemple, dans les exemples de dentisterie, on ne veut pas toujours avoir des cellules sur les scaffolds. Aussi, dans les genoux, la partie osseuse, s'il faut le remplacer, parfois, des biomatériaux actifs vont suffire. Là, on a vu de nouveau qu'il y a une différence. Il y a beaucoup de biomatériaux qui existent, mais quels sont les meilleurs et est-ce qu'on pourrait optimiser de nouveau ces biomatériaux? Et est-ce qu'on peut alors les imprimer en 3D en phosphate de calcium? Et on a utilisé ici le même modèle qui va prédire la croissance en 3 dimensions sur base de l'effet du courbure. Et on a développé des scaffolds qui s'appellent ici gyroïdes, la structure gyroïde. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais en utilisant nos modèles, on a pu identifier quel type de gyroïde est le plus intéressant à utiliser. Et quand on a fait les expériences in vivo que Dorine a fait, on a vu qu'en comparant notre structure avec une structure orthogonale et les granules qui sont utilisés maintenant dans la clinique, on a vu qu'après 4 semaines, il n'y avait pas une grande différence, mais après 8 semaines, on voyait bien que la structure gyroïde était beaucoup plus puissante que les autres. Et pas uniquement dans la pourcentage d'os qui a été formé, mais aussi de l'endroit où se trouvait de l'os. Donc, la flèche ici indique l'os qui a voyagé dans le scaffold du bas du crâne vers le haut. Ici, tout l'os qu'on a se trouve ici à la base, donc tout proche du crâne, mais dans le gyroïde,
les cellules sont vraiment migrées dans le scaffold et on remplit beaucoup plus du scaffold, ce qui est mieux parce que si après on veut placer un implant dentaire, on a de l'os partout. Donc, on a utilisé le modèle, on a pu identifier des scaffolds qui sont plus puissants. Donc, ça sont quelques exemples dans le domaine os-cartilage, comment on utilise des modèles pour répondre à des questions, pour optimiser les structures. C'est aussi possible, bien évidemment, de créer des modèles, par exemple, de la maladie ostéoarthrose même, à décrire vraiment sur base des images des patients, de leur analyse de marche, d'avoir des digital patients et par exemple, d'utiliser le modèle intracellulaire, les réseaux génétiques que j'ai montrés, comme module dans le modèle de l'ostéoarthrose. Donc, tout ça, on développe et ça nous permet de faire de quality control de nos process, de faire les 3 R, comme Thomas l'a déjà dit, et la personnalisation. Mais Thomas a commencé avec l'introduction en général, puis il a donné des exemples. Moi, je vais faire l'inverse. J'ai commencé avec les exemples et maintenant, la question est pourquoi est-ce qu'il faut croire la moindre chose que je viens de vous dire aujourd'hui? Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul comme chercheur. Ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble comme communauté scientifique qui est active dans le domaine de psychomédecine, mais aussi les entreprises et des autres parties prenantes comme les agences réglementaires. Et si vous voyez sur le slide, le VPH Institute, c'est une organisation internationale scientifique qui représente les scientifiques qui travaillent dans le domaine de psychomédecine. Et la Avicenna Alliance, c'est un autre non-profit qui regroupe justement ces académiques ici, ensemble avec les industriels qui sont intéressés dans ce même sujet. Et ensemble, on a travaillé avec les parties prenantes pour voir comment est-ce qu'on pourrait préparer tout le pathway de l'écran vers le patient. Et il y a quelques éléments clés dans cette preuve de crédibilité. Ça, c'est documentation VVUQ, et je vais expliquer ce que ça veut dire, et standardisation. Un exemple très clair là, très intéressant, c'est tout ce qui se passe à la FDA. Parce que là, ils ont beaucoup de chercheurs avec un background génie biomètre qui sont habitués à utiliser des modèles numériques et les appliquer dans le domaine de medical device. Et donc, ce sont eux qui ont vraiment poussé le champ là. Et le FDA, si vous allez sur le site web de l'FDA, vous voyez un nombre de documents. Par exemple, un document qui dit comment, comment communiquer avec l'FDA. Donc, si tu vas soumettre un dossier pour obtenir l'approbation d'aller vers les patients, et ça inclut des preuves digitales, on appelle ça les preuves digitales, donc les résultats des modèles numériques. Qu'est-ce qu'il faut communiquer? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'eux ils puissent vraiment vérifier si c'est bien ou pas? Après, ils ont aussi produit un standard, le VMV 40, qui dit comment faire, combien de vérifications et validations il faut faire pour leur convaincre dans certains cas. Et pour expliquer ça un tout petit peu mieux, VVUQ, ça représente Verification, Validation and Uncertainty Quantification. Et vérification, c'est s'assurer qu'il y a une correspondance entre le modèle mathématique et l'implémentation dans le software. Qu'on n'a fait pas d'erreur dans cette process-là, mais aussi que tous les process, par exemple, si on travaille sur des modèles personnalisés, que la manière dont on va intégrer les données est bien correcte, qu'on ne peut pas faire, que les utilisateurs ne peuvent pas faire des erreurs à ce niveau-là. Puis, il faut faire la validation. Est-ce que notre solution correspond à la réalité physique? C'est clair, mais il faut montrer ça. Et puis après, il faut aussi faire la quantification des incertitudes parce qu'on a fait beaucoup d'assumptions, on a choisi des paramètres et dans toutes ces décisions-là, il y a une incertitude. Il y a aussi la variabilité d'un patient à l'autre. Donc, il faut investiguer quel est l'effet de la variabilité sur la solution que j'ai obtenue.
si ça marche bien pour un patient, mais si je change un paramètre un tout petit peu, est-ce que les résultats vont toujours être OK ou est-ce que ça va donner quelque chose complètement différent? Donc, ça, ce sont les étapes qu'il faut faire. Et tout ça a été décrit dans un standard publié par l'American Society of Mechanical Engineering. Et ça, c'est assez important parce que maintenant, ça sort de quelque chose de recherche vers quelque chose qui est vraiment applicable. C'est un standard qui est plutôt utilisé aux États-Unis et on est en train de créer quelque chose qui est l'équivalent ici en Europe ou ISO, mais au moins, on a quelque chose. Et qu'est-ce qu'est la base de ce standard-là? Le standard ne va pas nous dire comment faire la vérification et validation. Il va plutôt dire combien de vérifications et validations il faut faire. Et combien, pourquoi? Parce que ça dépend de l'usage du modèle. Si on a utilisé le modèle pour pour tester différentes variations dans le boucle ideation et development, là, on a après testé des choses dans des animaux ou dans des essais in vitro. Ben là, l'effet du modèle numérique, ce n'est pas super grand. Si on a fait une erreur dans l'essai numérique, ben, on l'aurait vu après. Mais si on utilise les modèles numériques pour vraiment déterminer entre deux traitements pour le patient, là, l'influence est beaucoup plus large. Donc, l'influence ici, ça, c'est quelque chose qu'il faut quantifier. Après aussi, la conséquence, il faut quantifier ça aussi. Parce que si le modèle a fait une erreur et la conséquence pour le patient est que le patient va voir son médecin généraliste un jour plus tard, ben, la conséquence serait assez petite. Si le modèle n'est pas correct et la conséquence est que le patient va mourir, ben là, c'est high consequence. Donc, combiner l'influence et la conséquence, ça va nous donner le niveau de vérification et validation, donc le niveau de preuve qu'il doit présenter aux agences réglementaires pour leur convaincre que les preuves digitales sont bien correctes. Et c'est pareil, ça a été fait plutôt pour les medical devices, mais ça, on pourrait faire ça aussi pour les médicaments. Et quand ce sont des modèles AI, ils sont aussi en train d'utiliser ou de se débattre sur des mêmes approches que ça. Le problème avec AI, c'est quand on a des AI qui sont des applications intelligence artificielle, quand ce sont des self-adapting models, ça, c'est un problème parce qu'on présente des preuves pour la validation pour un modèle, mais si on va les appliquer sur les patients, les modèles peuvent changer. Et donc, là, ça demande une autre approche. Et FDA a publié d'abord un discussion paper et puis une réponse sur les interactions qu'ils ont eues. Et les approches qui en sortent, c'est qu'il faut déterminer un predetermined change control plan. Comment est-ce qu'on peut contrôler les changements et comment est-ce qu'on peut contrôler et valider à différentes étapes ces algorithmes. Comment le faire en Europe? Là, we trail a bit behind. On a quand même certaines choses qui se développent. Donc, IMA, dans son plan stratégique, mentionne à beaucoup d'endroits in silico. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a aussi cette réflexion au sein de ICH. Donc, ça commence un peu à marcher. Il y a aussi du pouce de policy level, où il vraiment demande que l'EMA, mais aussi, par exemple, les notified bodies pour les medical devices, vont prendre en compte d'autres preuves, comme des preuves in silico. Et là, on a travaillé ensemble avec IMA pour déterminer, pour leur aider aussi à identifier une stratégie et une sorte de pathway à suivre pour leur convaincre que les preuves digitales sont acceptables. Et la plupart des choses, c'est assez similaire que le VMB40, donc il faut bien identifier la question, il faut bien identifier la context of use. Ça veut dire que le modèle ne va pas être applicable et correct partout dans toutes les applications, mais qu'il y a bien une question qu'on va utiliser, qu'on se pose et pour lesquelles on va utiliser le modèle et pas d'autres choses.
Et après, on va identifier comment on pourrait définir si le modèle est acceptable, collecter des données. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez particulier en Europe. Ils ne veulent pas uniquement avoir cette Model Risk Assessment sur l'influence et conséquences comme l'FDA, mais il faut aussi leur dire comment on aurait leur convaincu sans le modèle numérique. Donc, quel est l'impact de l'usage du modèle numérique sur leurs décisions? Ça, c'est quelque chose qu'ils veulent savoir aussi. Ça, c'est un truc extra. Et il tient vraiment fort à ça. Donc, ça a bloqué pour un long temps l'application de VNV40. Mais donc, on a la plupart du travail, en fait, c'était vraiment comment traduire les mêmes principes dans la langue qu'eux, ils utilisent dans leur organisation. Et puis après, c'est vraiment faire toutes les approches credibility. Et ça a résulté dans un papier qu'on a écrit ensemble. Flora, elle est de l'agence réglementaire de la Belgique. J'oublie toujours l'abréviation en français. Voilà, merci. Et elle fait aussi partie de Working Party, de Modeling and Simulation Working Party de l'EMA. Donc là, ça explique vraiment toutes les différentes étapes que je viens de montrer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et on continue à travailler avec eux pour organiser différentes choses. Maintenant que la communication est vraiment là, on peut répondre à des questions, on peut avoir cet aller-retour. Mais même avec tout ça, ce qui se passe maintenant, ça reste un peu dur à s'y retrouver. S'il y a des organisations qui veulent commencer à faire ou à utiliser des modèles numériques parce que ça pourrait leur épargner du temps ou de l'argent, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a déjà beaucoup de guidelines ISO qui touchent un tout petit peu à des modèles numériques ou des guidelines ICH qui parlent de la numérique. Donc, où est-ce qu'il faut démarrer? Comment démarrer dans le domaine? C'est justement pour ça que la communauté s'est mise ensemble et on veut créer un good simulation practice. Comme on a un good clinical practice, good laboratory practice, on veut créer quelque chose qui pourrait être le point d'accès à l'in silico médecine ou à l'usage des jumelles digitales. Et là, c'est nouveau, ce sont les académiques, les industriels, les agences réglementaires, les policy makers qui se discutent, qui ont identifié quelles sont les choses auxquelles il faut réfléchir. Donc, les conséquences pour les gens qui font les modèles, les conséquences pour les agences, le HTA, Health Technology Assessment. Donc, tous ces aspects-là sont abordés et c'est un travail énorme de groupe où on est tout proche à finir la première version et après, en même temps, on est en train de faire la politique parce qu'après, il faut trouver une organisation qui veut vraiment le traduire de ce qu'on a proposé comme communauté vers vraiment un good practice. Et pour ça, on est en interaction avec FDA, mais de nouveau pour voir que ça va se mettre en place. Voilà, donc ça, c'est de l'introduction de Digital Twin vers comment on est en train, comme communauté aujourd'hui, de travailler sur la réalisation, pas uniquement de la technologie, mais de l'implémentation et le uptake de cette technologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme développeur de la technologie, même que ça ne peut pas se faire au niveau de policy, mais c'est vraiment la community qui doit venir ensemble. Voilà, et je veux terminer en remerciant mes chercheurs qui ont fait tous les exemples dont je viens de parler. Donc, eux, ils font le travail. Moi, je ne dois que parler sur leur travail. Et vous pour votre attention. Merci beaucoup.